Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Philippe Jans. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Avec plaisir. Alors Philippe, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. En suivant le parcours de tous ceux qui le sont devenus, études de droit, à l'époque on préparait le CFPA, puis le CAPA. Pourquoi ? J'étais dans une filière scientifique au lycée, et puis j'étais attiré par certaines discussions, surtout les discussions inutiles et les provocations pour le principe. Et un jour je suis tombé sur un film qui a créé un déclic, un film de Costa Gavras, Les sections spéciales, qui raconte l'histoire de ces tribunaux spéciaux qui avaient été créés sous l'occupation allemande pour, selon le régime en place, essayer de satisfaire ce qu'on pensait être les desiderata de l'occupant, et où on en est venu à mettre en place une loi pénale très répressive et rétroactive, et à trouver des magistrats, très peu, c'est tout à leur honneur, mais il y en a quand même certains qui l'ont fait, pour appliquer cette loi et condamner à mort des gens simplement pour des raisons d'opportunité. Et donc sentiment d'injustice, quand on est jeune, ça fait vibrer tout ça. Et l'intérêt pour la chose judiciaire, et voilà, c'est parti comme ça. D'accord, donc vous quittez la filière scientifique pour faire des études de droit. Oui. Ouais. Enfin, filière scientifique, j'étais au lycée. Bon, donc j'ai intégré la fac de droit ensuite, après le bac. Et ça vous a plu ? Ça m'a plu. Certaines choses m'ont plu. Oui, bien sûr, puisque je l'ai continué. Le plus dur, c'est de perdre pas les illusions, mais les idées reçues qu'on acquiert ou qu'on entend. Le droit, il faut tout apprendre par cœur, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire d'autre, etc., etc. Mais quand on s'aperçoit que ça n'est pas tout à fait cela. En fait, quand on est intéressé et qu'on le travaille, les choses, on les apprend en les utilisant, et ça devient beaucoup plus facile. Et ensuite, il y a l'aspect aussi, le plaisir du débat, de l'argumentation, et peut-être le plaisir un petit peu cynique, voire un petit peu pervers, de s'acharner à défendre parfois des thèses qui ne sont absolument pas les nôtres, mais juste pour l'esprit. Juste pour avoir raison. Pas pour avoir raison, pour l'exercice. Non, c'est pas forcément pour gagner. Vrai. C'est comme le sport. Ce qui compte, c'est l'effort. Moi, si je gagne, c'est bien. Mais bon, on sait très bien qu'en matière judiciaire, il n'y a pas de gagnant. Aujourd'hui, vous exercez à Bayonne. Vous venez de la région ? Non, moi je suis originaire du Nord, du Pas-de-Calais. Ouais. Donc vous avez fait vos études dans le Nord ? Non, je suis né dans le Pas-de-Calais, on est allé vivre en Normandie, j'ai commencé mes études à Rouen, fac de droit de Rouen, et je suis arrivé en licence, on disait ça à l'époque, en 3e année, à Pau, toute petite fac. J'avais l'impression de retourner au lycée, mais c'était quand même très sympa parce que de l'amphithéâtre, on voyait les Pyrénées. Et donc ça vous plaît, le fait de devenir avocat, c'est sans... Parce que vous auriez pu faire autre chose après vos études de droit. Vous avez envisagé de faire autre chose ? Non, ça, j'ai pas envisagé. Magistrat, surtout pas. Enseignant, pour avoir des étudiants comme moi, merci bien. Oui, l'enseignement un petit peu après, mais à la fin plutôt des formations, mais pas de l'enseignement formel en université ou choses comme ça. J'ai été assistant de fac pendant quelques semaines, ça m'a pas plu. Et donc, vous passez le CFPA ? À Pau. À Pau. Vous l'avez ? Oui. Ouais. Et alors après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien après, moi j'ai eu... Alors à l'époque, le système n'était pas celui qui est en vigueur actuellement. L'avocat devait faire 2 ans de stage avant de pouvoir poser sa plaque seul. Donc il fallait trouver un stage. Bon, j'avais la chance d'avoir des avocats dans la famille qui m'ont donc pris à Mont-de-Marsan.
Et l'autre particularité de l'époque, c'était que pour gagner du temps sur le stage, comme c'était par année civile, on essayait toujours de prêter serment avant le 31 décembre pour gagner une année. Donc j'ai prêté serment en décembre 84 ou 84, et j'ai commencé le 1er janvier 85. Ça nous rajeunit pas. C'est vrai que j'étais pas née. C'était quel type de cabinet ? J'ai intégré le cabinet, un cabinet à Mont-de-Marsan, qui est un cabinet généraliste, dont un des associés était un ancien avoué, et dont l'autre associé avait racheté le cabinet d'un ancien avoué. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, ce qu'on appelait les avoués devant les tribunaux, c'était l'époque où la postulation était le monopole des avoués, la plaidoirie était dévolue aux avocats. Ils ont fusionné en 72, hein. Les avoués, donc, avaient la clientèle des banques, notamment, des institutionnels, et c'était eux qui maîtrisaient la procédure, hein, les voies d'exécution, etc. Donc, il y a beaucoup d'activités de saisie immobilière, et puis on avait aussi une activité assez développée en procédure collective, parce qu'on avait plusieurs cabinets de mandataires judiciaires qui nous confiaient leur contentieux. Et ça vous plaisait ? Moi, ce que j'ai toujours préféré, c'est le pénal, parce que il y a que là qu'on sent on a l'occasion vraiment d'affronter. C'est là qu'il y a le corps à corps à la baïonnette. Quand on va plaider un dossier de construction, c'est pas la même chose. Mais d'un autre côté, il y a certaines procédures qui sont tellement complexes qu'elles en deviennent subtiles et qui peuvent être intéressantes. Ma première année, moi, je l'ai passée à faire de la procédure de saisie immobilière. C'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant. Mais quand on finit par acquérir certains automatismes, c'est toujours pareil. Hein, cela dit, ça s'oublie très très vite. Hein. Mais justement, le fait parce que vous avez été attiré par la profession d'avocat par le biais du pénal, commencer la pratique, et cette pratique, vous la commencez sur de la procédure civile pure, des voies d'exécution, tout ça, comment... Alors ça, c'était l'activité que me confiait le cabinet. Ouais. Bon. Étant avocat collaborateur, j'avais donc la possibilité de m'occuper de mes propres dossiers également, qui n'étaient pas très nombreux, surtout au début. Et il y avait aussi l'obligation pour les jeunes d'assurer comment dirais-je, de défendre l'indigent, comme on disait à l'époque. C'était les commissions d'office qui n'étaient pas comme maintenant toutes rémunérées, mais qu'on ne pouvait pas refuser. Et qui nous amenait donc à faire nos armes au pénal et dans différents domaines. Et le hasard a fait qu'à l'époque, au petit tribunal de Mont-de-Marsan que j'ai intégré, on est arrivé avec mon meilleur ami qui était lui aussi avocat stagiaire dans le même cabinet, et on était les deux seuls stagiaires. Donc, je me souviens que les 2 premières années, on a eu 250 et 260 commissions d'office dans l'année chacun. Donc on était tous les jours à chaque audience au pénal, tous les jours à l'instruction. Bref, c'était... on acquiert vite un peu d'expérience. Ouais. Ouais. Et vous restez combien de temps dans ce cabinet à Mont-de-Marsan ? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Après, j'ai été attiré par la mer et j'ai intégré le barreau de Bayonne. Et oui, parce que Mont-de-Marsan, c'est très bien, mais il n'y a pas beaucoup de vagues. Et... Donc je suis venu à Bayonne, où là, alors que j'étais devenu associé à Mont-de-Marsan, j'ai recommencé comme collaborateur dans un cabinet. Donc vous étiez devenu associé rapidement, oui, juste en sortie de stage ? Au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois ? Au bout de 6 mois, ah ouais. Ouais. Et ça s'était fait comment ? En signant. Mais donc... Non, mais je veux dire, c'était prévu avant. Et donc ça s'est déroulé comme c'est prévu. Il n'y avait pas d'empêchement à ce que ça se concrétise. Bon, moi je voyais pas beaucoup la différence, hein, puisque quand on est associé mais encore stagiaire, de toute façon on est aux ordres. Hein. Donc dernier arrivé au cabinet, on se tapait tous les extérieurs. Hein, alors de Mont-de-Marsan, on est loin de nulle part, mais on est près de rien. Cela dit, c'est central. Et donc, on allait plaider, alors à Pau, bien évidemment, à la cour d'appel, à Bayonne, à Dax, à Tarbes, à Toulouse un peu, Bordeaux beaucoup, Agen, Auch, Condom. Enfin bon, on rayonnait dans tout le... Voilà.
J'ai jamais fait autant de kilomètres que mes premières années de stagiaire. Donc vous quittez Mont-de-Marsan où vous étiez donc associé. Oui. Et je recommence à Bayonne, collaborateur. Ouais. Et alors ça change quelque chose ? Non. Non, ça changeait pas grand-chose. Je suis resté dans ce cabinet-là 2 ans ou 3, je me souviens plus. Et ensuite pénal, généraliste aussi. Généraliste. Pas mal de dommages corporels. Et c'était un ancien avoué lui aussi, donc des procédures de saisie, etc. Et ensuite, j'ai été recruté par un autre cabinet, pareil, ancien cabinet d'avoués, où là, on faisait pas mal de droit de la construction. Qu'est-ce qui vous avait séduit Parce que le premier changement, il avait été motivé par une envie de changer de cadre de vie. Ouais. Qu'est-ce qui avait motivé le départ du deuxième cabinet ? Vers le deuxième ? Ouais. Ce qu'on m'offrait. Ouais, plus intéressant. Donc, je suis resté en excellent terme avec les premiers. Et je suis parti, donc, là-bas, je suis resté 4 ans aussi, environ. Et puis, comme ma clientèle se développait, il y a un moment où on peut pas, il faut être clair. Donc, on s'est séparés, très bons amis, puisque des années après, mon ancien avocat employeur, on va dire, continuait à m'envoyer des dossiers. Voilà. Et vous dites que votre clientèle se développait. Quand vous étiez à Mont-de-Marsan, vous avez beaucoup évoqué le pénal par la commission d'office, etc. Une fois arrivé à Bayonne, comment s'est développée votre clientèle justement ? À Mont-de-Marsan, j'étais le frère d'un tel et le beau-frère de tel autre. Donc le nom était déjà connu, mais les gens n'allaient pas me voir moi qui sortais de nulle part. À Bayonne, comme à l'époque, on avait besoin de postulants déjà. Et donc, je postulais pour les confrères que j'avais connus à Mont-de-Marsan, etc., qui venaient à Bayonne, que je connaissais d'ailleurs. Au décours d'une postulation dans un dossier de construction, la compagnie qui avait perdu le Dominus Litis, qui prenait sa retraite, m'a proposé de prendre sa suite. Donc voilà, j'ai commencé à faire du droit de la construction de manière régulière avec la compagnie, cette compagnie avec laquelle je continue de travailler. Ça remonte maintenant à quelques dizaines d'années. Et puis le pénal qui s'est beaucoup développé, jusqu'à un jour où là, j'ai senti la limite. C'est-à-dire qu'on acquiert un petit peu d'expérience, on a des clients qui commencent à venir pour vous, non parce qu'ils ne connaissent personne d'autre. Et puis, parmi ceux-là, il y avait encore à l'époque ce qu'on appelait les beaux mecs, chez les voyous, les truands, c'est-à-dire les voyous à l'ancienne, qui se faisaient un peu de cinéma entre eux, mais qui avaient certains principes. Alors après, comme on dit, ils ont un code de l'honneur, ils n'ont pas toujours la conduite. Mais et un jour, j'allais... Quel type de principe ? Des principes on ne balance pas les copains, on ne coopère pas avec la police, mais on se comporte correctement avec les enquêteurs. C'est ce qu'on appelait avant les beaux mecs. On ne tire pas sur les flics. Ça a bien changé, tout ça. Et donc il y avait une ambiance une atmosphère de respect entre enquêteurs et certains voyous. Chacun savait comment ça allait finir, c'est-à-dire que le voyou allait se faire condamner sévèrement, mais quand l'enquête se déroulait correctement, il n'était pas rare qu'à la fin d'une audition, ça se termine autour d'un café ou d'un apéritif entre eux. À l'époque, les avocats n'allaient pas encore dans les commissariats. On est arrivé en 93, si je me souviens bien, pour les entretiens en début de garde à vue. Donc, et un jour, en me rendant à Bordeaux, je plaidais à la cour, et puis j'ai un client pour un dossier de pénal qui me propose de passer le voir pour qu'on devait discuter de quelque chose. Retrouvez-moi à tel bistrot, dans une banlieue de Bordeaux. Je me retrouve dans un rad où il y avait quelques types qui jouaient les affranchis, là, c'était assez caricatural. Et donc, je vois le client qui me dit venez, on commence à discuter de son dossier. Arrive une de ses connaissances qui lui dit donc, il faut que je te parle de notre projet, là. Il dit viens, non, mais tu peux parler devant lui, c'est mon avocat. Et là, je me dis attends, stop.
C'est là que ça s'arrête. Je défends les gens, je ne les conseille pas avant. Et là, j'ai mis un temps d'arrêt là. Il y a une barrière qu'on peut franchir ou pas. Moi, j'ai pas voulu la franchir. C'est pour ça que j'ai pas de Rolex en or. Et donc, ça a marqué un tournant dans le sens où vous avez arrêté le pénal à ce moment-là ? J'ai pas arrêté, mais j'ai marqué le coup avec dans certains dossiers. Il y a des... Quand on est sollicité au pénal, on est sollicité à tout point de vue. Et il y a des tentations, il y a des offres. Et tous les jeunes avocats n'arrivent pas forcément à les éviter. Moi, je me souviens qu'il y en avait un de la promotion d'avant la nôtre qui avait cédé à ce qu'on lui promettait pour sortir un courrier. Et je ne cache pas qu'il n'est plus avocat depuis. Hein. Il n'est pas rare que des vieux voyous vous proposent des sommes astronomiques pour faire certaines choses. Et il faut savoir dire non. Sinon, on perd son boulot et son estime de soi. Ça me rappelle, ça fait très longtemps, mais ça me rappelle... vous avez vu la série Engrenage ? Alors, je ne l'ai pas vue. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vue en totalité. J'ai vu quelques épisodes. Je me demande si cette avocate, dans les saisons que j'ai vues que les premières... Justement, il n'y a pas un peu une histoire comme ça. Bref, donc non, mais ça, on peut toujours être confronté à des situations où il faut décider, prendre le risque ou pas. Si quelqu'un vient vous voir en vous disant, voilà, j'ai commis tel et tel fait, parce qu'il est un peu perdu, il sait qu'il est recherché, etc., il faut réagir en avocat, pas en être humain. Donc l'avocat, normalement, il doit lui dire ce qui est le mieux pour lui objectivement et ce qui est conforme à la loi aussi. Moi, ça m'est arrivé d'emmener des personnes, d'aller au commissariat avec eux pour négocier avec les enquêteurs les conditions dans lesquelles l'enquête allait démarrer. Éviter une arrestation, éviter une descente au domicile ou dans la caravane à 6h du matin, etc., etc. Ça fait partie. En revanche, conseiller sur la façon de procéder, dire aux trafiquants de stupes, n'oubliez pas de mettre des gants avant de charger votre véhicule pour éviter les empreintes, non, ça non. À partir de ce moment-là, donc vous êtes dans ce rad en banlieue de Bordeaux, là. Là, vous vous dites, en fait, ça c'est trop pour moi, enfin, je ne franchirai pas ce... Et donc vous le dites à votre client ? Le client, je lui dis non, je lui ai dit non, je ne veux pas entendre ce que vous avez à vous dire. Donc je suis parti, on s'est revu après, on a continué le dossier, mais lui je l'ai pas revu. Mais c'est pas. Cela dit, au pénal, faut pas rêver non plus. On a la fidélité de la clientèle est une chose toute relative. Tout nouveau, tout beau. Si vous avez un bon résultat, vous êtes le meilleur du monde, et puis vous devenez vite le pire, et ensuite il passe à autre chose. Bon, mais ça c'est la nature humaine, c'est comme ça. Et d'un autre côté aussi, vis-à-vis des magistrats, des policiers, être l'avocat répertorié comme étant celui de l'avocat d'un tel ou d'un tel, un tel autre, connu des services. Voilà. Bon, je pense que c'est aussi une façon d'annoncer le discours avant. C'est comme au prud'homme quand on est que l'avocat des employeurs ou que l'avocat des salariés. Bon, on sait très bien ce qui va être plaidé. Non, au pénal, il faut un petit peu de fraîcheur, à mon avis. Et j'ai vu bien souvent des cas où une personne avec un pédigré conséquent s'est retrouvée pour des raisons d'argent ou assistée par un petit avocat qui n'avait pas beaucoup d'expérience mais qui avait la grinta, s'en tirait très bien parce qu'il n'y avait pas l'a priori du tribunal en voyant arriver un tel ou tel autre de l'autre bout de la France pour défendre quelqu'un qui, en théorie, n'a que le RSA. Et est-ce que ça fait une grosse différence dans entre guillemets, le développement de votre activité ? Enfin, est-ce que, du coup, vous avez une période... est-ce que le fait de décider à ce moment-là, est-ce que ça a eu une répercussion parce que le bouche à oreille fait que dans le milieu pénal et que donc ça a dû rebasculer vos activités ? Oui, non, j'ai un peu réduit le pénal, là. Je continuais à l'époque les permanences qui se développaient. Et puis après, j'ai un petit peu arrêté tout ça parce que j'arrivais pas
concilier les deux. Et en plus, les permanences, c'était beaucoup de contraintes pour peu de retours. Et puis, il y avait aussi un élément non négligeable, c'était l'incompréhension des gens qui croient qu'un avocat d'office, ça veut dire un avocat au rabais. Au rabais, pas au rabais au sens financier, mais qu'un avocat de moindre qualité. Et j'ai réintégré les équipes pénales, justement. Maintenant, je suis le responsable d'une des équipes du barreau, parce que, justement, on a développé, avec l'évolution des législations, l'avocat en garde à vue, d'abord entretien, puis ensuite assistance au garde à vue. Donc, il a fallu organiser des permanences. Ici, il y a un gros volume d'affaires pénales. Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure autour du café, qu'avec la frontière, il y avait beaucoup de trafic de stupes. Une des deux zones de passage les plus importantes. Et les quantités de drogue qui sont interceptées sont considérables. Ça nous fait sourire quand on entend que dans la Creuse ou dans je ne sais quel endroit, à l'affaire du siècle, on a attrapé 10 kilos de ceci ou de cela. C'est de la piperade, comme on dit ici en Basque. Ici, on a des quantités astronomiques qui défilent. Il se passe pas une journée sans qu'il y ait quelques kilos. Il se passe pas une semaine sans qu'il y ait quelques dizaines de kilos. Il se passe pas un mois sans qu'il y ait quelques centaines de kilos. Il se passe pas un trimestre sans qu'il y ait quelques tonnes. Ça n'arrête pas. Et donc vous êtes structuré au barreau Alors, maintenant, tous les barreaux ont créé des équipes pénales. Chez nous, on a, sur un barreau de 350, on a 80-90 avocats qui sont répartis en équipes de 8 à 10. Et donc, chaque équipe ça revient à intervalles réguliers, toutes les 6 semaines à peu près. Une semaine, on est de permanence garde à vue. Donc, on traite les gardes à vue et les retenues douanières. Parce que retenues douanières, ici, il y en a aussi. Donc, entretien, assistance aux auditions. Et la règle est que, tant que faire se peut, on suit la personne jusqu'au jugement, pour pas qu'il voit passer 5 ou 6 avocats différents, ce qui est humainement pas concevable. Donc quand on peut, ça veut dire qu'il y a alors, si vous avez par exemple une procédure douanière, vous avez la retenue douanière, ensuite avec l'audition, donc tout ça peut durer jusqu'à 24 heures, après ça passe à la PJ, donc garde à vue. Le temps de retenue douanière s'impute sur la garde à vue, mais en tout, ça peut durer 4 jours. Donc, les auditions, les entretiens aux prolongations. Ensuite, soit un déferment au parquet et une comparution immédiate, soit l'ouverture d'une information, soit pour les très, très gros dossiers, alors un départ à la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée, ici, c'est Bordeaux. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est nombreux dans les équipes pour pouvoir essayer de suivre tout ça. Donc, il y a une semaine, ce sont les gardes à vue, mais enfin, c'est pas toujours des dossiers de stupes. Ce qui se développe beaucoup en ce moment, et c'est pas un mal d'ailleurs, ce sont les violences conjugales ou à domicile. Et la lutte contre les agressions sexuelles. Ça s'est beaucoup développé aussi. Pas qu'il y ait plus de cas qu'avant, mais qu'on y prête plus attention qu'avant. Et puis le tout venant, la bagarre, la viande saoule, les infractions routières. Donc ça, c'est ce qui est traité en garde à vue. Après, il y a pas en même temps que c'est une équipe qui s'occupe de ça, il y a une autre équipe qui, elle, est de permanence pour les audiences, c'est-à-dire les dossiers que l'avocat en garde à vue n'a pas pu suivre quand ça arrive en déferment ou en audience, ou alors les ouvertures d'informations, les gens qui viennent à l'audience en CRPC, comparution sur reconnaissance probable de culpabilité, le plaidé coupable à la française, là l'avocat est obligatoire, et la plupart des gens s'en occupent au dernier moment, et un quart s'en occupe la veille. Donc il faut une permanence. Il y a les gens qui viennent aux audiences normales et puis qui au dernier moment se décident à prendre un avocat. Voilà, ça, et puis il y a aussi le contentieux des mineurs qui est très très développé. Donc dans chaque équipe, il y en a qui ont une formation spéciale pour s'occuper des mineurs. On parlait de ça parce que vous disiez qu'à un moment aussi le pénal, justement ce côté où c'était beaucoup d'investissements pour pas particulièrement de retour, et vous avez fait un peu un saut dans le temps en disant que maintenant vous vous êtes réinvesti. Et ce que j'ai compris en creux, c'est qu'il y avait aussi dans ce pas forcément de retour, il y avait aussi le ras-le-bol, entre guillemets, de cette association d'un avocat commis d'office à un avocat de barran. Et j'entends que vous vous êtes réinvesti dedans ensuite
Voilà, parce que bon, avec l'évolution des textes, l'arrivée de l'avocat en garde à vue, etc., donc il a fallu créer ces équipes. Et des protocoles, des accords ont été passés avec les juridictions, avec les ministères, etc., qui permettent... Alors, la rémunération aussi, enfin la rémunération, on peut parler de rémunération, c'est une aumône. Les indemnisations qu'on perçoit ont légèrement augmenté, mais la marge de progression était énorme. Partant de rien, il est facile d'arriver à un petit quelque chose. Mais également, il y avait des possibilités d'augmentation ou d'avantages financiers, au moins pour le barreau, et donc la plupart répercutent sur les avocats, si on passe des accords avec les juridictions, le ministère, pour garantir un bon service rendu, le meilleur possible. Ça passe par la formation, ça passe par... l'encadrement aussi, ce qui fait que on est chacun un peu responsable de la qualité du travail qui est fourni dans l'équipe, de manière à ce que les justiciables soient assistés du mieux possible. Alors il y a toujours des cas rares, hein. Et puis même le meilleur d'entre nous peut parfois être très mauvais, mais la réciproque peut arriver aussi. L'inverse peut aussi arriver. Bon, je suis un petit peu optimiste, mais non, voilà, il a fallu combattre ça, et c'est un combat qui n'est pas gagné, hein, loin de là. Mais les gens ont trop tendance à croire qu'un avocat commis d'office, ça veut dire un avocat qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de réputation, il est pas cher, donc il est pas... Non, c'est pas ça du tout. Un avocat commis d'office, c'est quelqu'un qui accepte de consacrer de son temps à ce qu'on appelait avant la défense des indigents, qui accepte... et de jouer le jeu, de faire partie comme un médecin de garde assume des gardes, et nous on assume des permanences qui sont des réelles gardes aussi. Et puis on doit, pour se maintenir dans ces équipes, aussi justifier d'un certain nombre de formations chaque année, d'heures de formation chaque année dans tel et tel domaine. De même, on veille à ce que à intégrer des jeunes avocats. Donc avant d'être officiellement membre de l'équipe, ils viennent en binôme avec des plus anciens pour apprendre, enfin voir un peu comment les choses se déroulent. Et quand ils ont leur premier dossier criminel, eh bien ils ont la possibilité de demander de l'aide. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous me racontez, c'est l'aspect et qui me semble différent de ma connaissance à Paris, mais le droit pénal, enfin le milieu pénal n'est pas mon milieu de spécialité, mais c'est cet aspect équipe et encadrement. J'ai l'impression que vous êtes ici très structuré, avec que vous avez créé une espèce de petite faction, avec beaucoup de formations en interne, du mentorat, une sorte de management qu'il n'y a pas du tout. Avec des personnes qui. Alors, ce genre de structure existe dans la plupart des barreaux, hein, je pense. Et le barreau de Paris ne fait pas exception, mais bon, c'est une telle armée, le barreau de Paris, que bon, on peut en faire partie sans rencontrer tous les jours des confrères qu'on ne connaît pas, qui sont du même barreau. Déjà ici à Bayonne, où nous ne sommes que 350, il nous arrive de croiser des gens qui sont des confrères du même barreau, mais qu'on ne connaît pas. Il y en a certains qui ne plaignent jamais, qui ne savent pas, ça les intéresse pas d'ailleurs, tout ce que je viens de vous raconter. Mais bon, alors ici, c'est vrai que le barreau de Bayonne avait, alors ça je l'ai appris en y arrivant, une tradition d'impertinence et de rébellion. Il faut dire que dans les certaines années chaudes, on a eu quand même l'épisode terrorisme. Alors, il y a eu la première partie où le Pays Basque était le sanctuaire des terroristes espagnols. Donc, on avait le pendant français de l'ETA qui était l'Ipar Etarac, mais qui avait pour règle de ne pas faire couler le sang. C'était un deal passé. Et les États membres de l'ETA basque avaient une sorte de garantie de tranquillité en France. Et puis, les choses ont évolué. Donc le sanctuaire n'a plus existé. Et là, on a commencé à
à arrêter les militants. Il y a eu quelques procès qui se sont déroulés à Bayonne qui ont été assez épiques. Bon, maintenant, ça ne se plaide plus ici. Très rapidement, on a envoyé ça à des juridictions spécialisées parisiennes. Mais il y a toujours eu un petit noyau d'avocats basques, dont je ne fais pas partie, je suis pas basque, qui se dévouaient à la cause et allaient plaider à Paris pour défendre ces gens-là, les militants. Donc, par ailleurs, sur le plan pénal, il y a toujours eu cette tradition on aime bien rentrer dedans, ouais. On aime bien Il y a un style. Non, il n'y a pas un style du barreau. Non, il n'y a pas un style, mais bon, on a eu des anciens qui avaient cette particularité-là, et donc qui ont, j'imagine, influencé les suivants. Et la tradition reste un petit peu. Donc, en tout cas, à un moment, vous avez mis la commission d'office entre parenthèses. Ouais. Et vous vous êtes concentré sur les dossiers, donc plutôt construction, plutôt la construction, les ventes de fonds de commerce. Moi, je fais de tout. Bon, donc après, ça vient souvent en série. Racontez-moi. Vous avez les dossiers de construction, c'est la compagnie. C'est cette compagnie. Une personne vient vous voir, recommandée par Pierre, Paul ou Jacques, pour un dossier, je sais pas, ça va être un divorce par exemple. Bon, si le courant passe bien, si elle est satisfaite, ça veut pas dire forcément qu'on gagne, mais elle va vous envoyer, elle va parler de vous et vous allez en voir d'autres arriver. Voilà. Vous au décours d'un dossier, vous avez affaire à un agent immobilier. Moi, en plus, le paradoxe, c'est que c'était mon adversaire. Bon, il se trouve qu'on a gagné. Et il me dit, je préfère vous avoir de mon côté qu'en face. Donc voilà. Et puis après, du coup, comme il faisait pas mal de ventes de fonds de commerce, on récupère des actes. Et pendant des années, voilà. C'est par cycle. C'est par cycle. Moi, j'ai toujours été rétif. Alors après, ça c'est personnel. Il y en a qui aiment ça, faire toujours la même chose parce qu'ils savent qu'ils le maîtrisent et que ils ont peut-être raison. Moi, je déteste ça. Je ne peux pas faire toujours la même chose. J'avais une petite stagiaire lycéenne la semaine dernière qui hallucinait. Elle me dit, mais vous faites quoi alors? Je dis, on fait tout. On commence le matin, comme ce matin, on a signé un bail commercial. Après, on va en garde à vue, parce que là, on était de permanence pour assister un trafiquant de stupes. Ensuite, on revient vite fait parce qu'on a une conciliation divorce. Puis on repart en audition. Et puis l'après-midi, on a un dossier une expertise construction. Enfin, voilà. Bon. Moi, j'aime bien quand c'est varié. Après, il faut connaître ses limites aussi. En tout cas, essayer de les connaître et avoir conscience qu'on en a des limites. Pas prétendre tout connaître dans tous les domaines. Il y a un moment où il faut savoir s'adresser à un confrère qui, lui, est spécialisé. Et j'ai beaucoup de confrères ici avec lesquels je travaille dans certains dossiers. Quand faire une vente de fonds de commerce simple, ça va. Mais s'il y a des stratégies comptables, fiscales ou des structures à monter qui demandent plus que du basique, je vais travailler avec un confrère qui s'y connaît, qui m'évitera de faire des bêtises. Ce qui compte, c'est que le client soit satisfait. Et réciproquement, j'ai des confrères qui m'appellent pour me confier des contentieux parce que eux, c'est pas leur tasse de thé. Et dans ces cas-là, par exemple, cette cession de fonds de commerce qui devient complexe parce que ça rentre dans un schéma de structuration d'activité, etc., etc. Comment vous vous organisez du point de vue facturation? Question qui revient souvent parmi les personnes avec qui je travaille, c'est-à-dire est-ce que c'est de la co-traitance, est-ce que c'est de la sous-traitance? Comment vous vous organisez? Et vous, qu'est-ce que vous facturez si c'est pas vous qui ça dépend des dossiers, ça dépend des clients. Il y en a certains à qui on explique ça, ils disent moi je m'en fous, vous me direz combien je dois à la fin, faites ce qu'il faut. D'accord? Donc démerdez-vous. Ok, donc avec le confrère, eh bien voilà, on se met d'accord sur la rétrocession d'honoraires. Tu vas me faire les statuts, le montage, etc. Tu vas le facturer tant, moi je vais le refacturer au client. Bon. Il y en a d'autres qui sont curieux, qui veulent tout, et c'est légitime. Donc, moi, comme je travaille avec des confrères à qui je suis en confiance, je n'ai pas la crainte que le confrère à qui je vais envoyer le client
pique le client. Bon, donc j'y vais avec lui la première fois. Ici, c'est pas très loin, on monte l'escalier et on explique la problématique. Et ensuite, je les laisse travailler tous les deux. Et il me tient au courant, il me tient informé. Et la facturation se fait soit globalement, et ensuite moi je rétrocède, soit certains clients préfèrent, donc, vous me facturez ça, vous ça. Bon, voilà. Il n'y a pas de rigueur extrême là-dedans. Donc et comment s'est développé votre cabinet justement? Donc il y a le type d'affaires, le côté généraliste, etc. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes associé? Est-ce que vous avez recruté? Comment vous avez... Non. Vous avez toujours tenu à être indé? Non. Moi, je suis rétif à l'autorité. Donc, j'imagine que les autres le sont aussi. J'ai beaucoup de mal à déléguer. C'est un gros défaut. Et donc, non, je n'ai jamais eu de collaborateur. L'ayant été moi-même, je sais ce que c'est. Non, je n'en ai jamais eu. Après, comme je vous dis, il m'arrive souvent de travailler en binôme avec des confrères. Oui. On a des dossiers de... moi, je pense surtout en pénal des affaires. Le confrère auquel je pense fait beaucoup de droit des affaires, etc. Et quelquefois, il y a un aspect soit en prévention, soit pour essayer d'éviter, soit après en traitement, si je puis dire, ce qui est notion d'abus de biens sociaux, détournement d'actifs, etc. Bon, il faut que le rédacteur, le spécialiste, n'oublie pas une certaine chose, c'est la possibilité du contentieux. Et donc on essaye de l'anticiper, mais quelquefois ça arrive quand même. Ce sont des dossiers intéressants souvent d'ailleurs. Et donc, est-ce que parce que donc s'il y a cette volonté de rester, de ne pas embaucher et de ne pas grossir, est-ce que vous avez été amené parfois à refuser des dossiers par trop de charges de travail? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, je les adresse à des confrères. Ouais. Vous avez jamais eu la peur que... Je sais pas. Il faut faire des choix, quoi. Bon, c'est le prix de la liberté. Voilà. J'ai travaillé dans des cabinets structurés où on devait indiquer quasiment à chaque heure ce qu'on était en train de faire. Bon, ça me convient pas. Ça me convient absolument pas. Et vous dites que donc ça a évolué comme ça, indépendant, avec donc ce gros client qui est fidèle, qui continue à vous envoyer des dossiers, des vagues d'autres dossiers, la commission d'office que vous avez mise entre parenthèses, et puis ensuite vient un moment où vous vous réinvestissez dans le... Justement, parce qu'on a structuré les équipes, on a mis en place tout ça, et donc et puis ça me manquait. Parce que le pénal, j'aime ça. Au bout de combien de temps ? Et surtout, ce qui a changé la donne, c'est quand, en 2011, l'avocat, qui était déjà à l'entretien, a pu assister au garde à vue. Ça, on en rêvait depuis longtemps. Et là, il y avait une grande part de curiosité, et puis une nouvelle facette du métier sur le plan pénal. Parce que c'était quand même pas banal de dépoussiérer les plâtres au début, avec certains policiers qui jouaient le jeu, d'autres qui vous disent « Oh mais non, moi l'avocat en garde à vue, je suis pas d'accord ». Ou d'autres qui n'avaient qu'une lecture très très succincte du code de procédure pénale, ou alors très personnelle. On a encore ces problèmes-là avec les douanes quelquefois, parce que la retenue douanière, les règles de la garde à vue s'appliquent à la retenue douanière, et ça, il y en a certains qui ça donne des boutons. Mais c'est aussi intéressant en termes de confrontation et de voir aussi l'évolution du traitement de certains dossiers maintenant que l'avocat est en garde à vue. On sait très bien que dans deux dossiers identiques, les choses ne vont pas se passer de la même façon selon qu'il y a un avocat présent ou pas. Simplement présent, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Mais il y a des choses qui vont se passer moins facilement. Alors après, ça dépend aussi à quels enquêteurs vous avez affaire. Hein. Il y en a certains, avocats, pas avocats, ils feront avouer ce qu'ils veulent à qui ils veulent. Ils sont sans y toucher. Ils sont très très bons. Et puis, il y en a qui le sont moins, ou il y en a qui sont plus caricaturaux, ou moins... Alors c'est vrai que pour eux, c'est une charge de travail plus importante, hein, plus de paperasse, Mais bon, la garantie des libertés fondamentales, c'est un encadrement des règles. Hein. Donc, on a vu quand même certaines choses évoluer.
Vous m'avez parlé tout à l'heure, pendant qu'on prenait notre petit déjeuner, vous m'avez parlé d'investissement à l'étranger que vous avez fait dans un cadre pro bono. Alors, oui, pas investissement financier. Non, pas investissement financier, un investissement personnel. Oui. J'ai été sollicité à une époque, c'est par des connaissances, ça s'est fait comme ça. D'abord pour aller participer à un programme de coopération au Cambodge, ça s'appelait Retour à l'état de droit. Le responsable de ce programme est un magistrat qui avait été détaché là-bas. Et par un processus qui c'est trop long à expliquer, on m'a proposé d'aller intervenir là-bas auprès de l'école de la magistrature de Phnom Penh, qu'on venait de créer. Ça faisait... en fait, c'était jamais arrivé, parce que les juges étaient recrutés, on ne sait trop, auparavant. Ensuite, il y a eu l'épisode Khmer Rouge, retour à l'âge de pierre, et ensuite la sortie de tout ça. Donc là, ils avaient... Le gâteau, si je puis dire, de la coopération s'était partagé entre les pays occidentaux, et la France avait le pénal, procédure pénale, formation des magistrats et des greffiers. Et donc, il a été créé une école royale de la magistrature et la formation était assurée par des juristes, alors des professeurs, des magistrats, des avocats français qui venaient pour des missions d'une quinzaine de jours en général pour faire des séminaires là-bas de formation avec les étudiants. Et donc, moi, j'ai eu la chance de partir 2 années de suite là-bas. Et donc, quand vous partez combien de temps ? Là, c'était 15 jours. 15 jours. Alors, mais bon... Donc, t'as besoin de tout laisser en plan au cabinet, quoi. Oui, mais bon, c'était stimulant, c'était une aventure. Non, je veux dire, pas besoin de tout... 15 jours, ça s'organise, quoi. Oui, 15 jours, oui, on peut c'est pas comme si vous partiez 6 mois et que là, il faut vraiment... Après, il y a eu des opportunités de partir jusqu'à 1 an, mais bon, là, après, il y a les aspects de la vie familiale qui rentrent en compte. Mais, donc ça, c'était les 2 premières années. Après, de connaissance en connaissance... on m'a proposé des missions d'expertise avec UNODC. UNODC, c'est une des agences de l'ONU, comme on a l'agence mondiale de la santé, le programme lutte contre la faim, l'UNESCO, etc. Bon, UNODC, c'est United Nations Against Organized Crime. Donc la lutte contre le crime organisé. Et c'est trafic de stupes, trafic d'armes, blanchiment, trafic d'êtres humains, etc. Mais criminalité transnationale. Et l'ONU avait voté une convention, la convention de Palerme, dont la date m'échappe un peu, qu'ils étaient en train de vendre, entre guillemets, à tous les pays non adhérents, pour justement mettre les pays où c'était encore discutable, essayer de les mettre en conformité avec ça, essayer de créer d'uniformiser un petit peu les législations et de créer des outils de coopération pénale internationale pour avancer là-dedans. Et donc, lorsqu'un pays adhère à cette convention, à ce moment-là, il s'engage à mettre sa législation en conformité, et donc en adoptant des lois ad hoc. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure à propos d'une mission qu'on avait eue pour la refonte des textes sur le contrôle des drogues au Cambodge, mais aussi à former ces magistrats, parfois ces policiers, à leur inculquer les nouvelles façons de procéder. Alors, ça ne veut pas dire qu'on leur apporte la science infuse, pas du tout. Moi, je me souviens qu'à l'ERM, on avait affaire à des gens d'un très haut niveau. Alors, il y en a qui se retrouvent là, parce qu'on est quand même dans des pays où tout ne marche pas. La corruption a encore des beaux jours devant elle. On se retrouve avec des candidats, des élèves magistrats qui sortent d'on ne sait où, qui ont eu leur diplôme on ne sait trop comment. Mais sur les 55 élèves, il y en avait une bonne quarantaine qui étaient là au mérite. Et il y en avait certains, même, je me souviens de la major de la promotion, Sinat, elle s'appelait, qui avait quand même 3 doctorats qu'elle avait eu en France, Sorbonne et Assas. Donc j'avais rien à lui apprendre, rien à lui apprendre de théorique. C'était des interventions sur le plan pratique.
Et après, c'était pareil. On avait par exemple, des congrès régionaux qui étaient organisés par telle ou telle entité. Ça pouvait être une ambassade, ça pouvait être 2 ambassades qui coopèrent, ça pouvait être l'Office international des migrants, par exemple, qui nous avait demandé de venir intervenir à un congrès sur le trafic d'êtres humains, etc. Où on va donc, entre guillemets, porter la bonne parole pour indiquer quelle est l'évolution des textes internationaux, etc., etc. Et vous dites que la première opportunité de mettre les pieds dans ces initiatives, dans ces projets, c'était venu de connaissances. C'était des connaissances, c'était des confrères, c'était de la famille, c'était le premier. Le premier, écoutez, la première opportunité. J'avais un client qui s'avérait être un magistrat. C'est un client. D'abord, je reçois un coup de téléphone. Bonjour, c'est Monsieur X, juge d'instruction à Tartampion. On m'a donné vos coordonnées. Je ne sais pas qui. J'ai jamais su d'ailleurs. C'est un jeu entre lui et moi. Je ne le sais toujours pas. 20 ans après, je ne le sais toujours pas parce qu'on est devenu amis d'enfance. Et il m'a dit voilà, ma sœur a un petit problème là-bas. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Alors, il avait déjà dégrossi le terrain, forcément. Et donc, je m'en occupe. Ça se passe bien. Et puis lui-même, il lui dit bon, écoutez, moi j'ai un petit problème de copropriété là à Biarritz. Est-ce que très bien, on s'en occupe. Et puis le courant passait bien. Lui il partait au Cambodge. Il me dit je vous signale, voilà, pour m'écrire, je vais. Il partait diriger cette mission au Cambodge. Et puis au décours d'un de ses congés, on s'est rencontrés enfin. On a parlé de ça. Il m'a dit mais est-ce que ça vous intéresserait? Je fais venir des avocats si ça vous intéresse, etc. Qu'est-ce que vous pourrez nous apporter? Je dis écoutez, moi je vais pas faire de cours magistraux. Par contre sur la pratique. Oui, ça, très bien. Et donc, on a ces 2 années-là, moi j'y allais pour faire animer des séances de cas pratiques en matière pénale, criminelle. Voilà. Donc, alors, c'était passionnant parce qu'on avait le concours de la coopération australienne qui nous préparait des scènes de crime. C'est eux qui formaient la police technique. C'était stimulant. Il y avait l'exotisme. Non, c'était vraiment très intéressant. Et donc, on s'est rapprochés. Et ensuite, sa mission s'est terminée, il a réintégré la magistrature. Le hasard, parce qu'il est de Bayonne, puisqu'il m'avait appelé parce qu'il y a de la famille ici, a fait qu'il est revenu en poste à Bayonne, quelques mois, le temps de négocier son recrutement par l'ONU pour diriger une des agences de UNODC. En l'occurrence, était co-directeur de l'agence Asie Sud-Pacifique, c'est-à-dire de la Mongolie aux îles Fidji. Bon. Et donc après... j'étais missionné pour aller animer telle ou telle chose. Souvent, on y allait ensemble, d'ailleurs. Et c'était passionnant. Oui, super. J'adore les histoires du début, des aventures un peu comme ça. Comment ça commence? Mais... Parce que souvent, ça sort un petit peu de nulle part. Oui, c'est pas toujours calculé. Donc, j'aime bien. Tout à fait. Après, c'est aussi des expériences qui secouent un peu. Moi, j'ai vu à Phnom Penh des gens prendre 20 ans ferme à juge unique. Ça secoue, oui, quand on est juge unique. Avec un magistrat qui répond à l'avocat. L'avocat lui disait, mais monsieur le juge, ce n'est pas possible. Mon client était dans le Nord, dans son village. Il y a 500 personnes qui témoignent. Oui, maître, je sais, mais si je ne le condamne pas, je serai inscrit sur la liste noire du Premier ministre. Ça relativise les idéaux qu'on peut avoir. Il y a l'idéal et puis il y a la réalité pratique. Et, d'ailleurs, je me souviens que quand je suis retourné là-bas quelques années après, je suis retombé sur des gens avec qui on avait travaillé et je demandais des nouvelles d'anciens élèves de l'ENM. Enfin, de l'ERM, École Royale, et j'ai un tel, une telle. Lui, elle, il est président de chambre, là, très bien. Et alors, comment il est? Toujours aussi bon? Il est comme les autres, $5 000. Ça aussi, ça pique. Ça pique, ouais, ça pique. Mais bon, là-bas, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez souligné que vous n'êtes pas basque, que vous venez pas du Pays basque. Et est-ce que ça a eu un impact quand vous vous êtes installé ici? Vous vous êtes senti accueilli, vous sentez, je sais pas, vous sentez qu'il y a une sorte de préférence locale? J'ai senti aucun rejet, aucune acrimonie, aucune animosité.
Bon, il y a toujours l'esprit de groupe qui fait que quand un nouveau arrive, on le regarde un peu. Bon, mais non, j'ai pas eu ce genre de problème-là. Et j'avoue que j'ai appris à apprécier les basques en général. Oui. Ouais, notamment, il y a eu il y a quelques années un dossier concernant 2 mineurs isolés guinéens qui m'a beaucoup marqué parce que c'était des pauvres gamins qui avaient le parcours classique, hein, 2 ans de trajet à travers l'Afrique, avec des épisodes d'esclavage en Mauritanie, etc. Enfin bon, abominable. Et ensuite, arriver en Europe avec tout ce que ça implique. Comme ils sont mineurs, ils arrivent en Espagne. S'ils disent qu'ils sont mineurs, on leur met le marché en main. Hein. L'Espagne leur dit, tu es mineur. Si tu es mineur, je suis obligé de te garder. C'est la Convention internationale, hein, on doit protéger. Donc, tu ne pourras pas continuer ton voyage. Si tu veux continuer ton voyage, il faut que tu sois majeur. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu me déclares ? Tu es majeur ou tu es mineur ? Alors, ceux qui veulent continuer disent « je suis majeur ». Et on se retrouve avec sur le papier d'enregistrement, ils sont tous nés le 1er janvier, juste suffisant. On remonte le temps pour qu'ils soient majeurs. Et puis... ensuite, le périple les amène à différents endroits. Là, en l'occurrence, c'était Dax d'abord, puis Bayonne ensuite, où ils se retrouvent avec des papiers que leur a envoyé le cousin à la mode africaine ou l'oncle de là-bas, mais qui sont des trucs qui n'ont de valeur probante que ce qu'on veut bien leur donner. Et ces pauvres gamins se retrouvent... ils disent « on est mineur ». Non, vous n'êtes pas mineur. Donc, à partir du moment où on refuse de considérer qu'ils sont mineurs, on les traite comme des majeurs avec tout ce que ça entraîne, et on les poursuit pour usage de faux documents. Et bon, ça a été une guérilla juridique et judiciaire de plus d'1 an, où on a... Bon, bref, on a solutionné le truc. Enfin, ils ont quand même fait 3 semaines de détention préventive avec des majeurs alors qu'ils étaient mineurs. Donc ça... Cela dit, les poursuites pénales ont été abandonnées, non pas officiellement, mais de fait. Mais ce qui m'a marqué surtout, c'est la mobilisation des associations. Alors, il y a toutes sortes d'associations ici comme ailleurs, hein, les écologistes, les altermondialistes, les ceci, les cela. Il y a les obédiences catholiques, protestantes, les athées. Mais quelle que soit leur divergence, ils se retrouvaient tous pour pousser dans le même sens pour ces gens-là. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. On a un des 2 qui a été adopté par une famille d'ici. On présente souvent les Basques en rigolant comme un petit peu xénophobes. Et en fait, je m'aperçois que c'est absolument pas le cas. Ces gens-là ont un cœur gros comme ça. Aujourd'hui, ça fait 35 ans que vous exercez à peu près ? 85, 2020, plus. Oui, Ouais. 35, 2022, donc 37. Bon, écoutez, je vais aller faire ma sieste, hein, parce que les vieux ont besoin de se reposer. Non, mais est-ce qu'il y a des moments où vous avez ressenti une forme de lassitude dans votre exercice ? Oui, bien sûr. Déjà, il y a les redondances. Hein. Ce qui est tout nouveau, tout beau, ce qui motive le jeune avocat pénaliste, qui fait ses premiers dossiers au pénal, quelle que soit la nature, comme ce sont les premiers, c'est forcément intéressant. Mais quand vous avez plaidé 200 vols à la tire, 300 trafic de stupes, il y a moins l'attrait du neuf quand même. Mais et là, ça peut devenir routinier. Donc il faut se méfier de ça. Et puis, non, moi, ce qui les gens aussi, vraiment. En matière de divorce... Les clients ? Enfin, pas les clients, non, mais pas vos caricaturer, clients, mais les justiciables, les êtres humains. En droit de la famille, notamment, moi, je le dis souvent, plus je connais les gens, plus j'aime les bêtes, hein. On est parfois déçu par pas forcément, ça vient pas forcément de là où on croit, hein, d'où on s'y attend le plus, hein. Ça n'a rien à voir avec le niveau social ou culturel. Alors certes, la misère matérielle elle entraîne souvent une misère intellectuelle, mais on a des gens parfaitement aisés qui se comportent comme le dernier des salopards. Voilà, moi il y a une chose que je me permets maintenant que je me permettais pas avant, parce qu'on ne sait pas le faire, c'est de ne pas prendre ou de renvoyer
de renvoyer certains dossiers. C'est vrai que c'est un luxe un peu pervers, mais une satisfaction intense de pouvoir dire à des gens qui veulent instrumentaliser des enfants, par exemple, écoutez, moi je ferai pas ça. Si vous voulez le faire, voilà votre dossier. Non, pas question. Moi, ce que je veux, c'est... Je peux défendre, assister n'importe qui. J'ai assisté des salopards, mais je veux pouvoir le matin me regarder dans la glace sans avoir à rougir. Ça veut dire qu'au civil, il y a des choses qu'on ne se permet pas. Inversement, il y en a qu'on se permet. Il y en a que je me suis permise. Alors, je ne sais pas si j'ai eu raison ou tort. Dans les faits, finalement, ça s'est bien résolu. Mais je sais qu'en matière... Je pense à 2 dossiers d'il y a quelques années où c'était très tendu en matière de divorce, avec des enjeux concernant des enfants qui étaient en situation de risque, et où il a fallu prendre des risques. Donc, organiser ni plus ni moins une non-représentation d'enfants, voire un enlèvement, mais en le faisant d'une manière hypocritement honnête. Non, je dis ça parce que c'est-à-dire, bon, on sait qu'on va être mis sur la sellette, on sait qu'on va être poursuivi, mais il faut anticiper. Donc, si un enfant n'est pas rendu à son père ou à sa mère sans que personne soit prévenu, ça va être le plan hors sec. Alors que si, avant de le faire, la police là-bas est prévue, la police ici est prévenue, le parquet des 2 côtés est prévenu, les juges sont prévenus, alors que la partie adverse ne l'est pas encore, eh bien, au moment où le parent va se réveiller, on lui dira oui, on est au courant, on sait où est l'enfant, il y a pas, voilà. Donc on désamorce avant ce qui pourrait exploser. Mais c'est quand même une prise de risque. Et j'ai eu il faut être sûr d'avoir le soutien de la police et du tribunal. Le soutien, ils sont tellement débordés que s'il y a un risque pour un enfant, c'est normal que principe de précaution. Bon. Mais si, dès avant, on les prévient, on dit attention, voilà, à partir de telle date, l'enfant est chez monsieur, à telle adresse, voilà le numéro de téléphone. On l'inscrit à tel établissement scolaire. On désamorce ce qui pourrait exploser. Donc il y a inquiétude, il y a vérification, mais il y a pas on tombe pas dans le pathos et on évite certains drames. Mais c'est vrai que vous pouvez être mis en cause par la partie adverse. Moi, ça m'est arrivé. Et là, le juge m'a soutenu. Il a dit dans sa décision que, compte tenu des intérêts en jeu, de l'intérêt supérieur des enfants, les initiatives prises par l'avocat, encore qu'elles soient très discutables, étaient quand même nécessaires. Bon. Mais ça, on le sait qu'après. Hein. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, au pénal, il y a l'investissement dans certains dossiers au-delà de leur côté rémunérateur. Parce que si après tant d'années, on continue, on ne voit que ça, autant mettre la clé sous la porte, parce qu'on n'est plus intéressé. Et justement, pendant ces phases, donc, je comprends qu'il y a des dossiers que vous avez arrêté de prendre justement en fonction de l'éthique, on va dire. Et dans ces phases de creux, on va dire, comment vous vous êtes... est-ce que vous avez eu la tentation de faire autre chose à un moment ? Depuis le jour où j'ai prêté serment, je me dis, tiens, je vais faire telle formation pour ensuite faire telle activité. Je ne l'ai jamais fait. Non, je ne sais rien faire d'autre. Mais Et c'est la seule chose qui vous retient ? Non, j'aime bien. J'aime ça. Je n'aime pas tout, mais il y a beaucoup de choses que j'aime. Ouais. J'aime bien rencontrer les gens, même si je les aime pas tous, mais c'est intéressant. Et puis, je pense que, écoutez, le sourire d'un gamin que vous tirez d'affaire, ça n'a pas de prix, quoi. La satisfaction d'avoir évité à quelqu'un de passer du temps en prison, c'est quand même quelque chose aussi. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire en sorte que les gens n'aient pas la punition qu'ils méritent quand ils le méritent. Mais d'abord, il faut bien vérifier qu'elle est méritée. Parce qu'au pénal, on a tendance à prendre des raccourcis. Hein. C'est dans la nature humaine. Hein. Vous voyez autour de vous, vous voyez les réseaux sociaux. Hein. Les gens sont passés au pilori avant même, surtout par ceux qui ne connaissent pas le dossier. Et quand on vous demande, toi qui es avocat, qu'est-ce que tu penses de ça ? La réponse, c'est je voudrais voir le dossier d'abord. Oui, mais quand même. Oui, mais justement, quand même, non. C'est trop. Et de plus en plus,
On voit ça dans certains dossiers. C'est le premier qui porte plainte qui a le maximum de chances d'aboutir. On a tendance à prendre des raccourcis. Alors quand vous tombez sur des enquêteurs qui sont stricts, logiques et honnêtes intellectuellement, ça va. Mais c'est comme chez nous, hein. Il y a aussi des gens qui tiennent pas la route. Et comment est-ce que vous voyez la suite de votre exercice ? Ah ben ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il paraît qu'on meurt dans sa 3e robe. Vous en êtes à la combienième ? À la 3e. Je viens juste de terminer le livre de Madeline Miller, Achille. C'est une autrice, elle en a écrit 2, un sur Circé et un sur Achille. Et elle écrit, mais en version moderne et roman, mais en s'appuyant, c'est une professeure de lettres classiques aux États-Unis, en s'appuyant sur l'Iliade, l'Odyssée, enfin les textes classiques. Et voilà. Et je l'ai lu ce week-end, là, samedi. Et Achille, enfin, il y avait eu cette prophétie, cette annonce qu'il mourrait. Enfin, qu'il avait 2 choix de vie globalement, et un de ces choix c'était la gloire éternelle, etc. Mais par contre, il mourrait jeune, et il mourrait notamment peu après la mort d'Hector, qui ensuite a évolué. Bon, bref. Donc voilà, donc là vous êtes en train de me parler de cette histoire de 3e robe, et vous êtes dans la 3e robe, et donc je me dis mais non mais bon, voilà. on n'en est pas là encore. J'ai pas encore. Non, fait vous avez l'air en pleine droit. forme en plus. Non, mais Achille, quand on lui dit, c'est un messager, à un moment qui vient le voir et lui dit mais vous allez risquer de mourir. Et il lui dit oui, mais toi ton nom on l'oubliera, le mien dans 1000 ans on le connaîtra encore. Oui. Moi, c'est pas pour ça que je le fais. Hein. Mon nom, peu de gens le connaissent. J'étais plus sur la pensée de l'aspect un peu échéance. Non, voilà, je me vois pas arrêter. Je n'ai pas en tête, tiens, il faut que je vois quand je vais prendre ma retraite. Non, je suis pas du tout dans cette dynamique-là. J'ai pour reprendre un mot célèbre, une sorte de phobie administrative qui fait que non, ou alors c'est de l'inconscience ou c'est du refus de voir la réalité. Mais bon, moi j'ai toujours 12 ans d'âge mental, donc voilà, je continue. Quelle est votre dernière joie ? Déjà vous rencontrer, c'est bien rafraîchissant. Sinon, professionnellement ? Celle que vous voulez. Professionnellement, c'était la semaine dernière, d'avoir reçu un coup de téléphone d'une personne qui est sortie de garde à vue après qu'on ait bataillé pendant des heures et des heures. Voilà, qui m'a dit écoutez, je vous remercie, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est rare, hein, il y en a. Gratitude. Oui. Parce que dans le métier, alors bon, là c'est particulier, c'est le pénal, mais très souvent, c'est caricatural ce que je dis, mais quand vous gagnez un dossier, c'est parce que le dossier était bon. Mais si vous le perdez, c'est parce que l'avocat n'était pas bon. Donc, pour certaines personnes, c'est ça. Alors, il ne faut pas avoir d'illusions. Si vous n'attendez pas grand-chose des gens, vous ne serez pas déçus. Et puis après, on prend ce qui vient. Il n'empêche que vous aimez de plus en plus les bêtes. Donc oui, surtout les chats. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Nous sommes tous égaux sous la robe, disait un vieux bâtonnier qui nous faisait la formation CFPA. C'est le costume qui permet d'uniformiser l'apparence et de faire en sorte que chacun ressemble à peu près aux autres, en tout cas dans ses atours extérieurs, pour éviter d'essayer d'impressionner les juges par sa richesse, son opulence, etc. Qu'est-ce qu'on porte sous la robe ? Ça a évolué. Moi, je me souviens de mes débuts où il n'aurait pas été question qu'on me laisse, qu'un confrère ancien me laisse le croiser au palais sans que j'ai une cravate. Bon, maintenant, c'est fini. Le jean, n'en parlons même pas. Maintenant, c'est fini. Non, ce qu'on porte sous la robe, maintenant, les avocats, en tout cas en province, à Paris aussi, sont beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'au début, c'était costume, veste, cravate, etc. Bon, maintenant, j'avoue que je le fais de moins en moins. Ouais, je le fais de moins en moins. Et puis il y a l'attente des gens. Alors après, ça dépend qui vous allez recevoir. Il y a des gens qui vont être rassurés par le fait que vous soyez correspondiez à l'image qu'ils se font, et puis d'autres qui s'en foutent complètement, ou qui au contraire vont se dire oh là là, c'est
trop beau pour être vrai. Donc, il y a pas de science exacte. J'essaye de pas m'habiller comme pour descendre les poubelles, quoi. Merci beaucoup pour cet entretien. C'est bon ? Oui. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!